Il y a deux micros qui sont de part et d'autre de la salle. Vous êtes captifs depuis tout à l'heure. Vous avez sans doute des questions. Des experts sont à votre disposition. On a envie de vous entendre et je pense que ce sera très, très intéressant. On s'est gardé pas mal de temps pour discuter avec vous et je pense qu'on a déjà des gens qui sont prêts à se lancer dans le baptême. Excusez-moi, j'ai le projecteur, c'est la seule lumière qui m'éclaire aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Ève Duhem. Moi, je suis ici parce que c'est la thématique opportunité et sacrifice qui m'a attirée ici. Je suis très heureuse de voir que dans vos champs respectifs, vous reconnaissez qu'il y a une urgence climatique, puis nos gouvernements de proximité et provinciaux le reconnaissent aussi. Donc, on est un pied dans la crise, on pourrait dire. Alors, on sait qu'une crise, en tout cas, moi, pour avoir fait des études en psychosociologie, puis au niveau social et politique, même économique, une crise, c'est une opportunité de changement. Alors, pour moi, il y a une opportunité de changement. On peut penser historiquement au New Deal qui a été proposé par le président Roosevelt, qui a amené un changement autant économique, social. Quand on parle d'économie, de développement économique, c'est un développement social aussi. Et puis, quand on parle du Danemark, de la Suède, il y a une dynamique humaine aussi. Ce n'est pas simplement... puis c'est un aménagement du territoire. Quand on décide qu'une grande ville va transformer son centre piéton, bien, ça a un impact aussi. Alors, vous avez nommé beaucoup de solutions au niveau du développement des énergies renouvelables. Vous avez parlé d'aménagement, justement, du territoire, de repenser les villes. Vous avez amené beaucoup de solutions au niveau des gouvernements de proximité, que les villes soient outillées. Effectivement, elles sont prêtes et elles n'ont pas les pouvoirs financiers et aussi la reconnaissance, si on peut dire, alors quelles sont celles qui peuvent agir. Alors, actuellement, il y a une reconnaissance de cette crise-là. Pour moi, c'est un levier. Alors, c'est peut-être ça, la lumière. Merci beaucoup, Mme Duhem. Réflexion, commentaire en complément? Bien, moi, en tout cas, je rejoins un peu cette position-là dans le sens que les crises sont opportunités de changement. Moi, c'est ça, la dualité entre opportunité et sacrifice. J'aurais tendance à essayer de voir, en tout cas à mon échelle individuelle, de parler plutôt c'est un investissement. Puis évidemment, un investissement, que ce soit financier, faisons le parallèle avec un investissement financier, je mets un petit peu de sous de côté chaque semaine, à chaque paye aux 2 semaines, bien, je fais un effort, tu sais, je me prive. Puis, il y a un petit sacrifice aussi. Il y a un petit sacrifice, c'est ça. Mais je vais avoir le fruit en bout de ligne. Donc, qu'est-ce que je m'offre avec ça? Peut-être une retraite anticipée, on ne sait pas. mais enfin, tout ça pour dire que si je prends des décisions, puis je dis, bien, c'est un investissement personnel, mais c'est sûr que, bon, comme j'ai des enfants, bien, mon fruit aussi, c'est de peut-être réparer un petit peu les torts qu'on a commis et le fait que cette génération-là, actuellement, là, est comme celle qui ne verra pas la même planète que moi j'ai connue. Donc, souvent, j'aime mieux utiliser cette position de dire, bien, c'est un investissement. Puis un investissement, bien, dans ta tête, ça peut être pour toi plus côté sacrifice ou côté opportunité. Là, ça dépend de notre philosophie de vie. C'est une très bonne réflexion, Mme Barrette. D'ailleurs, je rappelle également aux gens qui nous écoutent sur Facebook Live, sur la page de la chaire publique de l'Allier, vous avez aussi l'opportunité de poser des questions. Il y a Thomas qui est en régie, qui sera en mesure de nous relayer vos questions, si bien sûr vous en avez, parce que dans la salle, il y a bien des gens qui sont au micro. On va tout de suite passer à vous, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Père Jean Dion, retraité. Merci pour ces propos éclairants. La diversité des panélistes ajoute justement la qualité de la présentation, puis le public ici. Je me demande s'il y a lieu d'être optimiste ou bien d'être patient. Et puis, j'irai avec 2 indicateurs là-dessus. Un bon indicateur, c'est la présence en grand nombre là, ce soir, et puis l'intérêt pour ça. Mais un sondage est clair. Levez la main ceux qui ont fait du transport actif ou du transport en commun aujourd'hui, juste pour avoir une idée. C'est la majorité. C'est déjà très bon.
Maintenant, une deuxième question qui est la contrepartie. Levez la main ceux qui sont vraiment carbone zéro dans le moment. Donc, pour être carbone zéro, c'est facile. Sur Internet, on peut calculer notre empreinte. Par exemple, nous autres, familiales, c'est 7 tonnes de CO2 par année. Puis on a acheté tant d'arbres avec l'Université de Chicoutimi, puis on est carboneutre. Et à ce moment-là, si d'ici minuit, par exemple, tout le monde allait sur un site puis disait « Fais mon calcul, ça vaut 10 tonnes, ça va me coûter 400$, puis tous mes voyages vont être légitimés, n'importe quoi. » C'est qu'à ce moment-là, c'est quand nous autres, quand on va avoir ici la majorité qui va lever la main, non seulement pour le transport en commun, mais pour être carboneutre, les entreprises vont suivre. Les gouvernements ne sont jamais en avant des personnes. C'est nous autres qui sommes en avant. Comme je pense comme vous, les étudiants, tout ça, je vois des gens qui sont en vélo l'hiver avec des enfants dans le traîneau en arrière. Et puis, il y a des exemples. Mais c'est un mot que je n'ai pas entendu beaucoup, c'est le leadership. Puis ça, c'est partagé. Et on a le potentiel d'avoir du leadership, comme Greta Thunberg, par exemple, ou d'autres. Donc, la question, c'est de dire, est-ce qu'on est réaliste de penser que les organisations et les gouvernements vont être leaders dans le carboneutre, ou bien si nous autres, on ne l'est même pas? C'est un peu ça qui serait la question. C'est une excellente question. Tout à fait. Il faut laisser lire. Pardon? Il faut laisser lire le gouvernement si on veut qu'il soit carboneutre. Oui, mais pour les panélistes, là, Ben, je peux... Est-ce que c'est réaliste, M. Anctil, tout ça? Ben, je pense que l'intérêt sur les questions de changement climatique dans la société n'est pas égal. Il y a des gens qui sont impliqués, puis il y a des gens qui prennent ça à cœur. Puis je pense que c'est le cas avec tout problème. Il y a des gens qui vont embrasser le problème, qui voient ça comme un défi, puis qui vont se lancer dans l'aventure. D'autres qui, pour l'instant, n'entendent parler, ne sentent pas l'intérêt de réagir. Puis, il faut voir que les changements climatiques, c'est une problématique, c'est même perçu dans certains cas comme une menace, mais ces changements-là, les gens ont toutes sortes d'autres problèmes. Moi, je suis habitué de travailler, par exemple, sur les questions des inondations. On peut se poser la question pourquoi quelqu'un vit dans une plaine inondable. Puis finalement, quand on interviewe ces gens-là, on réalise qu'il y a toutes sortes de raisons. Puis que pour une des raisons, c'est que les gens ils se disent, moi j'ai toutes sortes d'autres problèmes, puis je ferai affaire avec l'inondation quand il y en aura une, mais ce n'est pas un problème à court terme. On a toutes sortes de choses à court terme. On a des enfants à aller à la garderie, on a le travail, on a à s'occuper de la maison, des rénovations, on a peut-être des aînés à s'occuper. Puis, donc, dans le tourbillon de la vie, les changements climatiques, c'est une menace qui est un peu lointaine. C'est que ça, c'est un des problèmes qu'il faut qu'on trouve une façon d'amener plus de gens à réagir, à poser des gestes par rapport à ça. Malheureusement, quand on a des événements comme on a eu récemment sur les inondations, ça éveille les gens, ça attire l'attention. Il y en aura éventuellement d'autres catastrophes, pas nécessairement des inondations. Les gens vont s'éveiller davantage. Puis là, les gouvernements vont suivre parce que c'est malheureusement, les dirigeants, ce n'est pas toujours les générations les plus récentes. Puis c'est souvent des gens qui sont plus des secteurs économiques, qui voient le monde un peu autrement que ce qu'on a besoin d'aller. Donc, oui, je suis d'accord avec vous par rapport à la patience. Il ne faut pas être trop imposé. Céline l'a bien mentionné. Il ne faut pas essayer de culpabiliser les gens parce que les gens se rebuffent puis ça ne change rien. Il faut amener les gens à dire, par exemple, au lieu de dire « achetez plus d'automobiles », mais peut-être que la prochaine automobile, il y a 5 millions d'automobiles au Québec. On peut penser que d'ici 3 ans, il va y en avoir à peu près la moitié qui vont être changées. Si tout le monde choisissait une voiture qui était 20-30% plus économe que celle qui est là, on aurait gagné ça. Puis peut-être qu'éventuellement, les entreprises qui vendent des automobiles vont voir la tendance, puis vont offrir de plus en plus de ces automobiles-là. Donc, puis ça, mais c'est un geste qui semblerait accessible, d'après moi, de faire un geste. De dire tout le monde doit passer au transport en commun, c'est un peu radical. Ça ne se fera pas instantanément, ça. Donc, oui, je suis d'accord avec vous pour la patience. Merci beaucoup pour la question. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom et votre question, s'il vous plaît. Marie-Ève Duchesne, je suis diplômée de l'Université Laval. Je fais partie des jeunes qui, ici ce soir, vivent peut-être de l'éco-anxiété. Ma question est pour Mme Campagna.
On n'en a pas parlé, puis j'espère qu'on va avoir une réponse. Quels seraient les impacts sur la santé mentale des changements climatiques? On a parlé de la santé physique, mais la santé mentale? Bien, pour moi, la santé, ça inclut la santé mentale. Et le bien-être, bien, ça inclut une bonne santé mentale aussi. Puis l'éco-anxiété, ça fait partie des phénomènes qui sont nouveaux pour nous, qu'on essaie de mieux étudier. Puis c'est sûr que les changements climatiques, le déséquilibre environnemental aussi, bien, c'est parce que ça vient se rajouter, les changements climatiques, à d'autres phénomènes qu'on observe aussi, justement la dégradation de l'environnement, tout ça qui vient dire, bien, dans quoi je m'embarque, dans quoi j'ai envie d'avoir des enfants, c'est-tu trop gros pour moi aussi? C'est un peu ça, c'est de voir, c'est tellement gros, qu'est-ce que moi je peux faire, puis mais en ce moment, je ne peux pas vous dire qu'on a des solutions à ça, à part essayer de mieux les étudier pour essayer d'après ça de faire baisser un peu, empêcher la marmite de sauter aussi, de faire baisser la pression. Mais on a des projets de recherche en cours pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui sous-tend à tous ces problèmes d'anxiété reliés à l'environnement puis au changement climatique, puis de voir sur quoi on peut jouer pour faire baisser cette pression-là au niveau de la santé mentale. J'ai envie d'ajouter, et pour reprendre votre expression, M. Anctil, est-ce que c'est un peu confrontant ce concept d'éco-anxiété pour les générations moins récentes, d'où cette difficulté d'avoir une espèce de consensus social aussi? Ça se peut. J'ai pas de réponse parce qu'on ne l'a pas étudié à tous les niveaux. Je dirais que dans un des projets de recherche qu'on a fait sur la communication des changements climatiques, avec ma collègue Pénélope Daigneault ici de la communication, département, là, on s'est rendu compte que ce n'est pas une question d'âge, le fait de vouloir entendre parler des actions en changement climatique. Parce que ça, c'était comme un projet sur l'action positive, et que justement pour faire baisser cette problématique de climat anxiogène relié, parce que c'est un peu ça, là, on parle des dangers, des menaces, des risques. On peut-tu parler des opportunités? On peut-tu parler du bon côté, puis de dire, voici, il y a une entreprise qui agit, qui fait de quoi, en plus ça y a rapporté, en plus c'est bon pour la planète, puis il y en a un autre, puis telle ville fait ça, puis là finalement, on se rend compte, ça va mieux. De mieux marketer la chose, finalement. Marketing, je ne dirais pas que ce n'est pas du greenwashing. Au contraire, c'est juste de montrer les bons exemples d'actions qui se font en ce moment. Puis on s'est rendu compte, c'est ni les hommes ni les femmes, c'est pas une question d'âge non plus. La réceptivité à ce contenu-là, c'est vraiment le fait de se sentir concerné ou non par l'environnement. Déjà, on avait comme segmenté ce type on a réussi à segmenter ces classes-là. Et ça vient briser quelques mythes en même temps. Ça vient briser des mythes comme quoi c'est trop gros pour nous parce que justement, on voit des exemples de ce qui agit. Ça fait que en tout cas, moi je pense que ça fait partie d'une façon où on peut s'alimenter de contenu positif. C'est le média 1.5, d'ailleurs, si vous voulez, 1.5.ca. C'est vraiment un très bon média web pour aller chercher des exemples positifs de ce qui se passe dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Puis il n'y a pas de « on ne parle pas d'eux autres », on parle de tout le monde. Même si c'est gaz métro, on va parler d'eux autres si on fait des bonnes actions en changement climatique. Fait que ça fait partie des autres options qu'on a, c'est de s'alimenter de contenu positif aussi, là. Ça répond à ma question. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Merci beaucoup. Bonsoir. Votre nom et votre question, s'il vous plaît. Moi, Yves Bergeron. Durant la première partie de la conférence, on a beaucoup parlé des strates politiques. C'est quoi leur possibilité d'intervention? Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ne faut pas attendre d'eux autres plus que ça, là, parce que s'il n'y a pas de consensus au niveau de la population, le politique, lui, va agir selon ceux qui vont parler le plus fort dans la population. Puis, malheureusement, en tant que citoyen, je ne pense pas qu'il y ait de consensus encore sur les meilleures choses à faire. Tu sais. Rien qu'ici, à Québec, on parle encore du troisième lien. On se demande, ça vaut-il la peine de créer encore, améliorer le réseau routier, l'étendre. On parle à Chicoutimi de la future usine de gaz naturel liquéfié. On se demande, ça vaut-il la peine de se rentrer là-dedans puis de détruire un peu l'environnement.
ici, à Québec encore, on se demande, est-ce que la voiture, je suis prêt à la sacrifier parce que j'ai des enfants à les mener à la garderie, j'ai mon épicerie à aller chercher. C'est toutes des choses que c'est de nous, le citoyen, que doit venir une cohésion pour que le politique reflète ça. Et si tout à l'heure on parlait de leadership au niveau politique, qui est prêt à se lever comme politique puis dire voici, c'est ça la bonne chose à faire? Est-ce qu'il va se faire élire si ça va générer des sacrifices, entre guillemets, là, au niveau de la population? Je ne vois pas ça. Et on en a parlé un petit peu avec les dernières personnes qui ont posé des questions. C'est un changement à long terme. Oui, je peux bien faire ma part, moi, en tant que personne, pour m'avoir la paix d'esprit, mais si je le fais pour ma paix d'esprit, je ne pense pas que je vais avoir un retour sur mon investissement parce que ça va être trop négligeable dans le reste. Mais si ça me fait me sentir bien, c'est correct, mais il faudrait que tout le monde ait aussi ce réflexe-là. Commentaire sur cette recherche du consensus social? Moi, je pense parce qu'il faut passer à l'autre étape, il faut que vous contaminiez d'autres personnes. Si chaque personne en contamine d'autres, à un moment donné, ces élus, ces politiciens-là qui portent la même parole que nous, ils vont avoir une masse critique et vont peut-être pouvoir émerger là, et être élus. Donc moi, personnellement, c'est ce que je dirais, c'est faire un investissement personnel dans nos vies, puis ensuite se donner la responsabilité de contaminer, de se donner des cibles, dire, cette année, il faut que je réussisse à en recruter 5 ou 10 ou 20, ou participer à des activités comme ça, venir ici, poser des questions. Vous ne savez pas ce que vos questions ou les réponses qu'on entend, quelles répercussions ça a chez les personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est ça, il faut contaminer vos petits-enfants, si vous en avez, ou vos enfants, ou peut-être vos propres parents, s'ils sont toujours là. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, là. Puis en fait, oui, je dirais même qu'il faut contaminer plus les vieilles générations, et je m'inclus là-dedans, parce que c'est nous qui avons le plus, je pense, à apprendre. Je pense que les jeunes, ils savent beaucoup. Ils sont, en tout cas, c'est sûr que moi, ceux que je côtoie sont peut-être un petit peu plus vendus à la cause, mais tu sais, je vois vraiment comment nos enfants ont des éléments de réponse que moi, mon Dieu, je ne sais pas, en 4e année primaire, je ne savais pas telle ou telle chose, et eux, ils savent déjà, donc ils ont déjà des réflexes ou, comment dire, ils n'ont pas à corriger pour le moment, là. Ils ont déjà, donc, si je vous dirais, essayez de contaminer, c'est ça. Soyez un bon virus, une bonne bactérie. Et si j'ai bien compris, sans culpabiliser aussi. Oui, non, surtout pas. Surtout pas, c'est le pire des sentiments. Mme Campagna, hein, quand même. Oui, surtout pas. Donnez les bons trucs, les bonnes pratiques. M. Bergeron, un grand merci. Bonsoir. Bonsoir, je suis Pierre Richard, ingénieur et conférencier sur les changements climatiques. Ma question est, en ce moment, on voit très bien que ce n'est pas la première priorité des gens pour les élections, l'environnement. Qu'est-ce que ça va prendre, selon vous, pour que ça devienne la première préoccupation de la population? Oh, je peux bien essayer de trouver une réponse. Écoutez, chaque chose vient dans son temps. Puis, on a eu un éveil à l'environnement. Je pense que ça, c'est pas mal réglé. Je pense que personne ne voudrait retourner à l'état des rivières du Québec des années 60. Puis, les choses sont améliorées. On a mis en place des systèmes de traitement des eaux. Je pense que ça ne serait plus admissible aujourd'hui de penser qu'on arrêterait toutes ces usines-là. Il y a des gestes qui ont été posés. Sauf que pour l'environnement, c'est plus facile de l'imaginer parce que c'est quelque chose qu'on est en interaction dans le quotidien, notre environnement, les rivières, la qualité de l'air, ces choses-là. Quand on parle de développement durable, quand on parle de changement climatique, on est moins dans le concret. Quand on se déplace en automobile, le CO2 qu'on libère, on ne le voit même pas. On ne peut pas le sentir, on ne le voit pas. Puis donc, c'est difficile d'imaginer que, oui, là, j'ai libéré un gaz que je n'ai pas vu, qui va s'accumuler avec tous ceux des autres, puis qui cause des problèmes. Donc, c'est beaucoup plus abstrait. Donc, ça prend du temps. Donc, on a besoin de continuer à en parler. On a besoin d'amener les gens vers ça.
Il y a des discussions pendant l'élection. C'est sûr que c'est encore l'économie qui est le point numéro un. Au Québec, souvent, les élections provinciales, ça tourne tout le temps autour de la santé, des hôpitaux, les listes d'attente, des préoccupations du quotidien des gens qui sont généralement mis de l'avant par rapport à des besoins à plus long terme. Mais je pense qu'il y a des chances que là-dessus, ça évolue. Il faut maintenir les discussions, maintenir ces canaux-là ouverts. M. Anctil, moi j'ai entendu le mot catastrophe dans la salle, que ça allait prendre une catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est parce que des catastrophes, il y en a toujours. Moi, je travaille dans le domaine des inondations. Je suis désolé. Je vais dire de quoi. Écoutez, les inondations de 2017-2019 au Québec, c'était des grandes inondations, mais à l'échelle mondiale, c'est des peanuts. Il y a des inondations beaucoup plus grosses qui ont lieu chaque année. Il y en a toutes les semaines, on en entend parler à la télévision, des choses très, très grandes. Donc, les catastrophes, là, c'est toujours des effets locaux. On a une mémoire très, très courte. C'est que je ne pense pas qu'il faut attendre qu'il y ait davantage de catastrophes. Je pense que c'est plutôt par l'éducation. Je pense que c'est d'amener les gens à se dire qu'est-ce qu'on veut comme planète? Est-ce qu'on veut une planète qui est déréglée? C'est d'amener les gens à comprendre, puis ensuite d'amener les gens à agir là-dessus. Il ne faut pas attendre les catastrophes, là. Merci beaucoup pour la question. Bien apprécié. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alexis Lessard, diplômé à l'université et employé de l'université. Il y a une phrase que M. Anctil a dit au début de la conférence qui m'est vraiment restée en tête. Il reste encore des technologies à inventer, il reste encore du progrès à faire. J'ai de la misère avec cette phrase-là. Oui, évidemment, il y a toujours du progrès à faire. Ceci dit, on a le solaire, on a l'éolien, on a l'hydroélectricité. Le prix du solaire est en train de baisser. On a le nucléaire qui, même s'il y a le problème des déchets qui est très, très important, est quand même recommandé dans le GIEC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a des systèmes de captation de carbone qui sont en train d'être faits. Mme Campagnette doit savoir qu'il y a des systèmes, des choses que les villes peuvent déjà faire aujourd'hui pour réduire les niveaux de chaleur et améliorer la santé des habitants par rapport au changement climatique. On a des systèmes pour purifier l'eau, on a des systèmes pour désaliniser l'eau, on a des systèmes pour améliorer la foresterie, on a des systèmes que les entreprises peuvent mettre en place pour améliorer leur bilan carbone. Au bout du compte, mon sentiment, c'est beaucoup qu'on a beaucoup de ces techniques-là, de ces technologies-là, mais le monde va dire « Hey, on n'a pas de solution magique. » Bien non, on n'a pas de solution magique. On les a déjà, les solutions ne sont pas magiques. Est-ce que ce n'est pas plutôt un manque de volonté flagrant des différents intervenants? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour accélérer la transition puis dire « Hey, ils sont là, genre, choisis. » Oui, merci pour votre intervention, je pense que c'est très pertinent. Les Grecs avaient développé le concept des vertus cardinales. Et une des premières vertus, c'était la vertu de force, c'est-à-dire la volonté, la détermination. Moi, je pense que, et je suis tout à fait d'accord avec vous, les technologies existent. Ce n'est pas un problème technologique, ce n'est même pas un problème économique parce qu'on voit bien que, encore une fois, les pays qui sont les plus avant-gardistes, on ne parle pas des pays en voie de développement. Hein, quand on parle de Danemark, Suède, etc., ce n'est pas des pays en voie de développement. Les entreprises qui sont les plus avant-gardistes aussi. Donc le problème n'est pas là. Mais il y a souvent un manque de volonté, un manque de détermination. Vous, en tant que citoyen, là, pour faire des gestes vraiment écologiques, ça demande un minimum d'effort. Ce n'est pas nécessairement plus coûteux, souvent c'est moins coûteux. Je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants, vous allez acheter plutôt que des couches jetables, des couches lavables, ça va être un peu plus d'effort. Vous allez faire probablement des économies aussi, mais c'est un peu plus de temps. Souvent c'est ça qui manque, la détermination. Et aussi, je dirais que toutes les technologies que vous avez mentionnées, enfin une bonne partie d'entre elles, en tout cas au Québec, elles seront peut-être moins rentables qu'elles ne le seraient dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que l'énergie, malheureusement, n'est pas assez, de mon point de vue, n'est pas assez chère. Regardez, par exemple, si vous allez en Europe, je ne sais pas, vous allez en France ou en Espagne, vous allez remplir votre voiture d'essence et vous allez, chaque litre, ça va coûter peut-être 1,25 €. Vous convertissez ou en $1,50, 1,50 € peut-être. Vous convertissez en dollars, ça fait à peu près pas tout à fait 2 fois plus cher que c'est ici. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles les voitures polluent beaucoup moins en Europe qu'ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus d'innovation pro-environnementale dans ces régions qu'ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que... Et ça, les économistes sont assez d'accord. Si vous regardez les travaux du FMI,
Si vous regardez le rapport Stern-Stiglitz, etc., ils s'entendent, il y a un consensus pour dire qu'on ne pourra pas résoudre la crise climatique sans mettre en place des taxes sur le carbone. Même le mot taxe peut-être est mal choisi, on pourrait dire redevance, si cet argent sert ensuite à être redistribué aux personnes les plus défavorisées. Parlons de redevance pour faire peur aux gens, dès qu'on parle de taxe, c'est une levée de bouclier, n'est-ce pas? Donc, si vous n'augmentez pas le prix du carbone, vous n'aurez pas de changement. On disait tout à l'heure, la voiture la plus vendue au Québec, c'est le F-150. Moi, je suis persuadé que si l'essence augmente de 50 cents, ce ne sera plus le F-150 qui sera le plus vendu au Québec. Vous voyez? Donc, là, il y a des décisions courageuses aussi à prendre. Actuellement, le système de marché d'échange de droits d'émission au Québec, de mémoire, ça fait augmenter le prix à la pompe de 4 cents. Celui qui est en vigueur en Colombie-Britannique de 9 cents, parce que là, la tonne de carbone n'est pas à 20 $, elle est à 40 $ actuellement. Ça devrait augmenter. Le gouvernement Trudeau propose de faire augmenter la taxe carbone actuellement de 20 $ jusqu'à 50 $ en 2022. Mais les économistes disent qu'il faudrait minimalement, alors on parle de 70 $, 100 $. Le directeur parlementaire du budget parlait d'une centaine de dollars. Pourquoi? Pour que ça ait vraiment un effet dissuasif sur les gens. Sinon, les gens, ils ne changeront pas leur comportement parce qu'ils vont regarder d'abord leur portefeuille plutôt que regarder les générations futures. M. Lessard, merci beaucoup. Bien apprécié. Vous êtes nombreux avec des questions, c'est formidable. On va enchaîner tout de suite. Bonsoir. Donc, bonsoir. Il n'y a peut-être pas de politiciens municipaux ici dans la salle, mais je suis Macarena Diab, candidate du Parti vert dans l'UEBR. Ma question a deux volets ce soir. D'un côté, nous avons parlé beaucoup des actions citoyennes et de ce que nous pouvons faire en tant qu'individus pour changer, dans le fond, pour contrer les sacrifices qu'on va devoir faire face au changement climatique. Par contre, moi, en tant qu'individu, j'ai beau être zéro déchet, j'ai beau utiliser mon vélo, si mon gouvernement continue à acheter des pipelines, à subventionner les énergies fossiles, j'ai beau me transporter en vélo à l'année longue, là, ça ne fera pas une grande différence. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si nous, au Canada, en tant que pays dit développé, et nous avons parlé beaucoup du Bangladesh, de l'Inde, si nous mettons en place des mesures en tant que telles, si notre gouvernement que nous élisons met en place des mesures de même, comment que nous pouvons regarder aux autres pays qui n'ont pas le même niveau de vie que nous autres, qui n'ont pas les mêmes opportunités que nous autres, et leur demander à eux de faire des sacrifices quand nous, en tant que gouvernement, nous ne mettons pas en place les actions nécessaires et les sacrifices nécessaires pour les changements. Merci. Merci beaucoup pour le point de vue, M. Morin. C'est une belle intervention, merci. On revient sur la question d'exemplarité. N'est-ce pas? Il y a très peu de pays qui sont bien placés pour, comment dirais-je, donner la leçon. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez cité aussi des problèmes de développement. Il faut savoir aussi que l'ensemble des pays, entre guillemets, riches se sont engagés à affecter 0,7% de leur produit intérieur brut à l'aide au développement. Et ça, il y a très longtemps. Le Canada affecte 0,3% de son PIB à l'aide au développement. Certains pays, le Danemark, etc., font le 0,7%. Et il y a des mesures qui peuvent aider à réduire les gaz à effet de serre. Par exemple, l'éducation. On sait que l'éducation des femmes a un rôle très important dans la démographie. Donc, c'est-à-dire que plus dans les pays pauvres, les femmes sont éduquées, moins il y a une démographie galopante. Donc, des initiatives de développement en faveur de l'éducation peuvent avoir indirectement des effets au niveau démographique et au niveau des changements climatiques. Quand il y a eu le protocole de Kyoto, il y avait ce qu'on appelait les mécanismes de développement propre. Je trouvais ça intéressant parce que ça permettait aux pays signataires, comment dirais-je, de gagner, si vous voulez, des crédits de carbone lorsqu'ils avaient des projets dans les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que souvent, ça coûte moins cher par unité de réduction de carbone de les faire dans les pays en voie de développement que de les faire ici. Malheureusement, ce système a été abandonné, ça posait des problèmes de suivi, etc. Mais je pense qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une aide substantielle au développement. Les accords de Paris ont prévu 100 milliards, on n'est pas encore rendu à 100 milliards. 100 milliards répartis sur l'ensemble des pays, pour l'aide aux pays les plus défavorisés. Mais on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas des mécanismes d'aide substantiels pour les régions les plus vulnérables. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Marianne, je suis étudiante en aménagement de territoire, maîtrise, développement régional, tout ça. Et je me demande si vous avez un avis personnel ou professionnel sur la marche pour le climat. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun. Oh. Je trouve que c'est une excellente question. Je suis content de ne pas répondre. Mais vous êtes invité à y répondre. Ah non, aussi, je suis animateur. Hein? Aïe, aïe, aïe. Oui, bien moi j'ai posé, je donne mon cours le jeudi, alors j'ai posé la question à mes étudiants et puis, comment dire, j'avais de la difficulté à me positionner à cause du message. En fait, le message, si c'est ce que j'apprécie de cette manifestation-là, c'est la solidarité. C'est l'augmentation de la cohésion sociale entre les individus pour une même cause. Mais comme je suis devenue très pessimiste face au pouvoir qui vient d'en haut pour améliorer les choses, j'avais ce côté-là de moi qui disait c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais par contre, je pense que ce qui est le plus important de reconnaître, c'est vraiment l'aspect de ce sentiment d'appartenir ensemble et de se tenir solidaire face à un problème. Et je pense que développer l'humanité, ça restera toujours une bonne chose et je pense que ça contribue à ça. On parlait de leadership tout à l'heure. Oui. J'ajoute un sous-volet. Est-ce que ce n'est pas une manifestation de ça? Oui, dans le fond, c'est vrai, on pourrait. Oui, non, c'est ça, mais c'est un leadership à grande échelle. C'est merveilleux. C'est plein d'individus. Donc, c'est ma vision des choses. Madame Campagna, oui? Oui, bien moi, je suis moins d'accord. Peut-être parce que j'ai participé à la marche avec mes enfants. Mais tu sais, pour moi, c'est un signal clair que même si le lendemain, on a annoncé que le 3e lien, c'est un beau projet peinturé en vert, là, mais ça reste que c'est un signal clair qu'on envoie. Il y a 1 demi-million de personnes au Québec qui ont marché ensemble, en même temps, dans différentes villes. Puis, il y a eu des grands changements sociaux qui sont arrivés avec beaucoup moins de monde. On pense à du pain des roses, on pense à la lutte contre la pauvreté. Il y en a eu, là. Puis il y a même eu à Québec des marches avec pratiquement personne sur la liberté d'expression, mais ça a changé. Il y a eu des politiciens qui sont embarqués rapidement là-dedans. Moi, je pense qu'il faut continuer à marcher, il faut continuer à montrer que c'est pas une petite mode là, qu'on va dans la rue, puis c'est en fin de semaine, ça se passe, puis demain, je retourne à mon jeu vidéo. Là, parce que moi, je trouve que c'est un mouvement de société, c'est les jeunes qui parlent, puis pourquoi les jeunes, on parlait de la génération, c'est parce que les autres, ils regardent par en avant, puis ils voient qu'est-ce qui arrive. Là, ils sont éveillés, ils sont éduqués. Puis quand on est plus vieux, ben on se rapproche de la fin, fait qu'on regarde plus d'ici la fin de ma vie. C'est quoi mes enjeux? Fait que c'est pas le reste de la planète, les gens, ils sont par rapport à ça. Il faut continuer à mettre de la pression, puis ça, c'est une pression qui y va. Puis en plus, si le message qui vient avec agissez, c'est vous allez voir, je vais aussi comme changer mes habitudes ou je vais acheter des produits, parce que les entreprises, je suis sûre qu'ils regardaient ça aussi avec un bon œil en disant « Oh, palais! » Parce que là, ça, c'est beaucoup de monde pour acheter mes affaires. Il y a un marché là. Fait que c'est sûr, le pouvoir d'achat, le pouvoir du nombre, moi, je pense, en tout cas, j'ai peut-être de l'espoir, mais moi, je suis convaincue qu'il est là parce que des mouvements sociaux dans la rue ont réussi à faire changer des choses au Québec. Puis si au moins c'est au Québec, bien, ça sera ça. Oui, rapidement, merci. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et, moi, à cette marche, j'avais vraiment l'impression d'être un grand-père. Et parce qu'il y avait énormément de jeunes. Et ce que j'ai ressenti, c'est la volonté de faire entendre sa voix, que leur voix n'était pas entendue. Et je pense que ce n'est pas neutre, qu'il y ait des entreprises, des politiciens commencent à comprendre qu'il y a un vrai mouvement. Et j'en profite pour dire qu'on est très privilégié à l'université parce que quand on est professeur, j'ai peut-être pas bien lu la convention collective, mais on ne perd pas notre emploi si on critique haut et fort ce qu'on pense. Ce n'est pas le cas de toutes les professions. Si vous êtes fonctionnaire dans certaines administrations ou dans certaines entreprises, vous ne pouvez pas critiquer comme ça à tout bout de champ. Et je pense que c'est une leçon qu'ils nous ont donnée de citoyenneté, d'exprimer haut et fort ce qu'ils pensent. Et on ne le fait peut-être pas assez. Donc moi, je trouvais que c'était très positif, cette marche.
Moi, j'aurais juste aimé ajouter, faire deux liens avec ce qu'on venait de dire. On a parlé d'éco-anxiété. Je pense que la marche permettait aux gens d'être ensemble. Ça fait que ça, je pense que c'est important. Puis aussi, mais la couverture médiatique fait que ceux qui ne sont pas venus à la marche en ont entendu parler inévitablement. Puis ça aussi, c'est positif. Merci beaucoup. Bonsoir, Patrice Gosselin, diplômé de l'université. Bonjour François, Bonjour. Ça fait déjà 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Employé de l'université, ancien président syndical, et dans ma vie, j'ai contacté beaucoup de monde. Donc, je suis un peu dans la lignée de ceux qui voient des climato-sceptiques, des climato-Roger Bontempistes, mais aussi des catastrophistes et des éco-anxieux. Puis, je vois un peu les limites de l'intervention humaine. Je vois qu'on va difficilement ralentir la production de gaz à effet de serre de la Chine et des États-Unis. Je vois qu'on a beaucoup de bonne volonté, mais j'entends aussi des gens qui nous disent que la crise économique qui suivrait une réduction, par exemple, des pluies dans les secteurs où est-ce que ça devient crucial, l'immigration climatique pourrait faire un effondrement. Donc, voyez-vous, là, on part de très loin, on a un spectre qui est très large. Puis là, dans ce contexte-là, je suis climato-interrogateur. C'est-à-dire que, comme probablement la plupart des gens dans la population, je n'ai aucune espèce d'idée de comment distinguer le réaliste de l'improbable. Puis là, j'ai le goût de vous poser une question dans un contexte comme celui-là. Notre calendrier, là, il s'arrête quand? Il s'arrête dans des générations, des siècles. Et à partir de quand une décroissance est absolument nécessaire? J'ai entendu des gens en parler. La décroissance de la population est-elle inévitable dans un contexte comme celui-là? Donc, quel est notre agenda, là? On est où, là, puis notre perspective, où est-ce que nos actions vont devenir trop tardives? Est-ce qu'on vous laisse pour les retrouvailles, M. Anctil? Ou Si vous voulez, j'ai le goût de répondre que la vie est intéressante parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Puis, c'est qu'il faut essayer d'avoir une vision, il faut essayer d'avancer, d'essayer de se fixer des objectifs, mais on ne sait pas ce qui va se passer. L'autre chose, c'est que ce que moi je pense, mon voisin va penser autrement. La société a toujours été en des compromis entre différentes visions. C'est des choses qui vont continuer. C'est que oui, il y a des dangers qui nous guettent, mais je pense que si on regarde dans le passé, il y en a eu aussi des périodes charnières dans l'évolution de l'humanité. C'est que, Nathalie a mentionné son pessimisme. Je suis rendu aussi assez pessimiste par rapport à ça, mais on ne peut pas sortir une boule de cristal puis essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tout ce qu'on peut faire individuellement, c'est d'essayer de prendre une trajectoire puis essayer de la modifier. Puis essayer de faire qu'on s'éloigne des zones de danger en modifiant la trajectoire puis en essayant d'agir collectivement là-dessus. Mais la société va continuer à avancer. Dans 30 ans, il y aura plein de choses qui auront changé. Moi, je forme des étudiants qui vont avoir des emplois qui n'existent même pas actuellement. Donc, on peut pas. C'est très limité ce qu'on est capable de projeter. Oui, on peut projeter le climat en 2100, mais quelle sera la société en 2100? Aucune idée. Donc, moi, je ne verrais pas là, de dire il y a une catastrophe, il y a une fin du monde. Il n'y a pas de date de péremption. On n'est pas là. Pour l'instant. Il y a des choses qui vont se passer. Lesquelles? Par où on va passer? Ce sera peut-être très, très noir. Peut-être qu'on va manger du pain noir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut le voir comme ça. Autre réaction, oui? Moi, je ne suis pas prévisionniste ou prophète de malheur et c'est difficile de prévoir l'avenir, effectivement.
Il y a toutes sortes de tendances extrémistes qui sont développées. Il y a des adeptes de la collapsologie qui disent qu'on s'en va vers un effondrement total du système. À l'autre bord, il y a des climato-sceptiques. Et on est tous un petit peu désorientés. Vous avez parlé de décroissance. Je pense qu'il y a un renouvellement des concepts à apporter. On mesure encore le progrès avec des notions de croissance qui sont un peu désuètes, parce qu'on sait que c'est pas parce qu'il y a de la croissance qu'il y a du bonheur collectif, c'est pas parce qu'il y a de la croissance qu'il y a de la qualité de vie, c'est pas parce qu'il y a de la croissance que l'avenir des générations futures est garanti. La thématique de cette conférence, il y a le mot sacrifice, qui est un terme un peu religieux, qui fait un peu peur. Mais je pense que ce qui est sacrifié actuellement, c'est l'avenir des générations futures. Donc on revient sur les bases du concept de développement durable. Et sans être un prévisionniste, moi, ça me fait penser à ce que disait Churchill, il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. Monsieur Dumas? Oui, c'est la fois Thomas, ça. C'est le magicien d'Oz. On a des questions qui viennent du public sur Internet. Oui. Peut-être en rafale, on pourrait vous en donner deux. Une première de Edem Gbetolglo. Les stratégies mises en œuvre à Oslo et Copenhague ne peuvent-elles pas être mises en œuvre au Québec? Bien entendu, elles devront être adaptées au contexte. Et l'autre question, qui est de Laurent-Francis Grand-Duché, qui se demande si les panélistes présents ce soir possèdent une voiture et, si oui, s'ils pensent à changer leurs habitudes. Allons-y d'abord avec la stratégie européenne qui a été développée. Réaction là-dessus, est-ce que c'est applicable ici, ce qu'on voit en Scandinavie, par exemple? Moi, je pense dans une grande mesure, oui. Vraiment. C'est sûr que, on parlait tout à l'heure de la Norvège, je pense qu'actuellement, il y a près d'une voiture sur deux en Norvège qui est électrique. Et pourquoi on n'arriverait pas à faire ça ici au Québec? C'est quoi l'empêchement majeur? L'électricité provient d'une source, entre guillemets, relativement propre. Quels sont les incitatifs? Il y a des incitatifs, mais ils sont probablement insuffisants pour y arriver. Il y a aussi des mesures beaucoup plus fortes qui sont mises en œuvre au niveau des municipalités. Il n'y a pas la même densité de population nécessairement. Là, je pense plus au Danemark. Tout à l'heure, je citais le cas de Copenhague, qui avait fait des mesures très strictes pour limiter la circulation au centre-ville, pour développer des rues piétonnes, ce qu'on voit beaucoup en Europe, ce qu'on voit beaucoup moins ici au Québec. Donc, pour cette partie de la question, je pense que oui, il y a beaucoup de mesures qui sont... Il y a beaucoup de points de comparaison entre les pays scandinaves et le Québec. Et je pense qu'on gagnerait à faire une sorte de benchmarking, comme on dit, en gestion, c'est-à-dire de regarder quelles sont les bonnes pratiques qui se font ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres villes, et voir dans quelle mesure elles sont applicables ici. Et moi, j'aime bien la deuxième question pour s'amuser un peu. Est-ce que vous avez tous des voitures? Si oui, est-ce que vous songez à changer vos habitudes? Madame Campagna, d'abord. Ah oui, alors oui, je fais mon coming out. Nous avons une Dodge Caravan qui boit beaucoup d'essence. C'est vrai, j'ai la même chose. J'ai 3 enfants, c'est pas une excuse. Et puis, je dois dire que mon conjoint fait du vélo du mois de mai au mois d'octobre pour se rendre au travail. Moi, je prends toujours le transport en commun. Donc, la voiture, plusieurs mois par année, elle reste au garage, sauf pour les petites voies, les allers-retours pour les activités des enfants. Est-ce que vous pourriez changer vos habitudes considérant la situation familiale? On a flirté avec l'idée de communauto, vu que maintenant, les adolescents sont rendus autonomes, ils prennent eux-mêmes l'autobus ou ils marchent pour se déplacer. Puis là, on s'est dit, ben, finalement, on a une grosse auto qui sert au voyage pour aller voir la famille ou quelques déplacements de temps en temps. On est en processus. Comme je disais, les changements de comportement, c'est long. Il faut se convaincre, oui. Il faut voir, il faut trouver des avantages. Puis on parlait de sacrifice, mais d'opportunité aussi. Puis je pense que pour l'exemple aussi, c'est une question de... Dans le fond, je pense que ce que monsieur voulait identifier, c'était l'exemplarité. D'un autre côté, j'en reviens encore aux bons puis aux mauvais citoyens. Il faut éviter de bifurquer la question vers est-ce que vous avez le droit d'en parler si vous êtes des pollueurs ou des méchants pollueurs. Puis ça, il faut faire attention à ça. Mais oui. Monsieur Boiral, réflexion? Oui, je suis d'accord avec ça. Puis je suis un pollueur, comme tout le monde. Oui, et je pense qu'il faut éviter la stigmatisation et essayer d'avoir une attitude un peu de procureur de la vertu. On parlait tout à l'heure des voitures électriques. Mais les voitures électriques, ce n'est pas nécessairement plus vert. Si vous faites peu de kilomètres,
Moi, je fais très peu de kilomètres. En fait, j'habite à 2 kilomètres d'ici. Si vous faites très peu de kilomètres, vous êtes mieux de prolonger la durée de vie utile d'une vieille automobile que d'en acheter une neuve électrique. C'est évident. Parce qu'on oublie ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire toute l'énergie et tous les ressources nécessaires pour fabriquer des biens et des services. Donc il faut essayer de prolonger aussi la durée de vie utile de ce qu'on a, en tout cas pour ce qui est des automobiles, tant qu'on ne fait pas trop de kilomètres. Donc oui, j'ai une automobile oui, je pourrais améliorer mes comportements, j'en suis conscient. Oui, je suis un pollueur, je compense mes émissions de gaz à effet de serre. Merci pour votre question. Oui. Madame Barrette, oui. Non, mais c'est très amusant quand même. Oui, c'est assez amusant, effectivement. Enfin, j'aimerais mieux être assis ailleurs, mais... Animer la prochaine fois, ça règle oui, le problème. Oui, c'est ça, je vais faire ça. Je vais me recycler dans l'animation. Mais non, écoutez, il y a 10 ans, on a fait le choix de... En fait, on a eu le privilège de pouvoir faire le choix de venir habiter à côté de l'Université Laval. Et ça, j'attire l'attention sur un peu, Céline, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a beaucoup d'iniquité. C'est-à-dire que moi, j'ai le moyen de sacrifier une automobile, donc on est passé à une seule automobile. Parce que c'est un coût, évidemment, habiter dans le secteur. C'est ça. Oui. Puis, disons, j'ai un demi-siècle et des poussières et j'en suis seulement à ma 2e voiture à vie, parce que j'applique un peu le principe ici que M. Borel disait, j'étends la voiture avec un bon entretien. Ce sont des voitures assez... j'ai pas de gros véhicules, mais on commence à rêver à la retraite, même si, bon, ça ne sera pas demain, mais mon rêve, moi, c'est d'habiter dans un endroit plus dense, donc quand les enfants seront grands, et de descendre et d'avoir dans le bas, dans les garages du bâtiment, des voitures électriques à l'usage. Ça, c'est comme mon rêve. Juste l'utiliser. Juste à gauche oui, ici. C'est ça. Puis idéalement, une épicerie aussi. Là. Je ne veux pas plugger un bâtiment pas loin d'ici, là, mais ça, c'est comme mon rêve. Mais bon, il faut que j'y pense quand même pour être sûr que c'est un bon choix, parce que là, il y a comme un attrait, mais comme on peut penser des fois que les véhicules électriques, c'est mieux, mais là, ce serait électrique, mais communautaire. Ce serait mon choix de ça. M. Anctil, en terminant? Moi également, j'ai un automobile que j'ai changé il y a quelques années. Pour une plus économique. Donc, j'ai coupé la consommation d'environ un tiers. Maintenant, le prochain projet, c'est de déménager pour me rapprocher de la ville, d'avoir plus accès au transport en commun. Donc, on est dans les changements des habitudes, mais on le disait, donc tranquillement, mais sûrement. Certainement. Merci beaucoup pour la question sur le web. Le temps file. Je vois qu'il reste encore plusieurs personnes qui ont des interrogations. On va tenter d'accélérer le rythme pour être en mesure, bien sûr, d'écouter tout le monde et également de répondre à ces questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom est Martin Savard. Alors, on présume que nos dirigeants devraient avoir accès aux meilleurs experts, devraient avoir accès à la meilleure information. Du côté des faiseurs d'opinion, je pense surtout aux chroniqueurs de la presse écrite ou de la presse ou de la radio. Ils n'ont pas non plus un grand chemin à faire. En principe, dans la plupart des médias, il y a un journaliste qui couvre les questions scientifiques qui peuvent les informer. Ici, vous êtes à peu près tous unanimes sur la question de l'urgence. On va même jusqu'à parler de crise. Mais quand le citoyen se demande si c'est réellement grave, il se dit, bien, si ça l'était, ça se saurait. Hein, on en parlerait, on présenterait ça comme ça. Or, nos dirigeants disent que le 3e lien est un projet vert, comme les gaz au Saguenay, ou couper des arbres. Donc, ça envoie le message, et c'est relayé aussi par les faiseurs d'opinion, que les changements climatiques, c'est important, peut-être, mais que peut-être pas tant que ça. Il faut être pragmatique, comme on dit. Alors, ma question, c'est la suivante. Les dirigeants, puis là, je ne parle pas des gouvernements, là, ces espèces de trucs informes d'organisation, je parle des personnes. Nos dirigeants qui envoient ces messages-là, est-ce qu'ils sont sincèrement ignorants ou est-ce qu'ils sont criminellement irresponsables? Et à votre avis, ont-ils besoin d'être informés ou est-ce qu'ils font semblant de ne pas savoir? Question avec une certaine sensibilité. Je n'oserais pas prendre un des deux pôles. Allons-y de façon mitoyenne. Oui, c'est un excellent constat. C'est sûr que, bon, mon Dieu, je trouve difficilement la réponse à ça, mais il faut nuancer un peu les deux positions extrêmes.
Je vous dirais, je vais y aller d'une expérience plus personnelle, mais sur le plan professionnel, c'est-à-dire que cette année, curieusement, bon, peut-être que c'est une question aussi de maturité ou de reconnaissance, mais j'ai jamais autant été sollicitée par des comités experts gouvernementaux. Et là, je me dis, mon Dieu, on nous demande notre avis. Alors vraiment, je déballe mon sac, des fois avec des trucs qui probablement, concrètement, doivent sembler irréalisables pour ces personnes-là. Là, on est encore à donner nos idées puis à alimenter de la documentation et tout ça pour des plans d'action qui s'en viennent prochainement. Et je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on va... Là, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va les avoir retenues, nos idées? Mais, tu sais, vous dites, est-ce qu'il faut les éduquer? Je pense que oui, mais je vous avoue, sincèrement, c'est la première fois que je me dis, ah oui, le gouvernement peut nous solliciter et nous demande notre avis. Et comme disait le professeur Boiral, on n'a pas... on peut y aller free go, là. On peut dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on a le goût de déballer. On n'a pas de retenue, on n'a personne, on n'a pas de compagnie à défendre ou quoi que ce soit. On est libre. Donc, je nuancerais qu'il y a peut-être quand même un petit peu plus d'espoir que votre intervention semble dire, mais c'est vraiment juste à mon échelle à moi. Vous n'avez pas envie de faire de la politique? Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi les faiseurs d'opinion, les chroniqueurs qui voulaient aussi ça. Oui, oui. Merci beaucoup pour la question. Merci. Bonne soirée, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Philippe Roger, étudiant ici. On parle souvent de l'action citoyenne des gouvernements et vice-versa. J'aimerais vous entendre sur la question suivante. Malgré le retard de la justice en environnement, croyez-vous que la lutte au changement climatique devrait passer par le système de justice qui, pour reprendre les propos de Mme Barrette, pourrait agir comme conseil de sages? Moi, je travaille beaucoup en gestion gouvernance de l'eau, puis il y a un truc qui s'appelle le droit de l'eau qui a été mis en place par les Nations unies. Donc, une tentative d'essayer de pousser les pays à intervenir là-dessus, mais ça reste sans vraiment suite. Je veux dire, les concepts sont mis là, mais chaque pays est souverain de son action. Ce qui fait que ça va toujours rester des voies différentes qui sont plutôt au niveau de l'éthique ou de la morale. Le développement durable, c'est un mouvement éthique qui est là pour proposer une façon de voir les choses. L'approche du droit de l'eau est une façon un peu plus par les droits de l'homme ou les droits des personnes qui a cherché à aller chercher cette deuxième angle-là. On pourrait imaginer la même chose pour le climat par les droits de la personne. Mais ça va rester une pression davantage que des actions. Je ne vois pas à court terme comment on peut mettre ça en action davantage. Merci beaucoup. Salut, Samuel Hiergeau, étudiant à la maîtrise en géographie. Ma question, c'était sur la dernière intervention de Mme Campagnard, dans le fond, dans la partie plus conférence. Vous avez parlé du gouvernement qui pouvait imposer des actions ou des trucs à faire à la population. Pensez-vous que dans des organisations qui sont plus petites, comme l'Université Laval, par exemple, l'université devrait, par exemple, agir plus au niveau éducation ou devrait aussi aller plus dans l'interdiction ou dans la réglementation de certaines actions? Au niveau de l'Université Laval, j'ai de la misère à me prononcer, mais ce que je vois, c'est qu'étant aussi à l'externe de l'université souvent, c'est que l'université a déjà, par ses actions, avancé beaucoup plus que le reste de la société ou le reste, que ce soit au niveau du recyclage, du compostage, du bannir les bouteilles d'eau, tout ça. Il y a eu beaucoup, puis je pense que c'est sans doute une autre. Il y a d'autres actions à faire. Il y a des comités en place, il y a des visions climat à l'université qui ont commencé à prendre place aussi. Oui, je pense que l'Université Laval peut en faire plus là, pour montrer l'exemple en tant que sage et en tant que savoir dans l'université. Mais quitte à être contraignante à certains égards aussi? Oui. Oui. Puis, je veux dire, à la limite, si on coupe les espaces de stationnement, là, c'est sûr qu'il va y avoir des guerres, mais mais on s'entend comme montrer l'exemple être contraignant, mais je ne sais pas comment. J'ai aucune idée. Mais il y a peut-être une idée
de voici ce que c'est l'université, on le prend, puis on l'embrasse, puis voilà, ça va être ça. Mais je ne dirais pas à faire des combats larges, là, je dirais une pièce à la fois. C'est ça. Oui, je pense que l'Université Laval a quand même fait des efforts remarquables avant de stigmatiser. Là, je dirais que bon, ils mettent de l'avant le fait qu'ils sont en certification STAR, niveau, etc. C'est pas rien non plus, Carbonote depuis 2015, mais ça n'inclut pas tous les transports. Par exemple, les professeurs qui vont des conférences, les étudiants, etc. C'est une grosse source de gaz à effet de serre. Il y a cette problématique-là. Je pense aussi qu'il y a aussi un dossier, c'est les investissements de l'Université Laval. On parle de plus en plus de décarbonisation des déplacements financiers. Il y a un engagement qui a été pris en 2017, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui en place. Et il y a beaucoup d'institutions qui sont engagées à réduire la teneur en carbone ou à décarboniser complètement leur portefeuille d'action. Il y en a qui l'ont fait. Regardez l'ensemble des universités de Californie, ça représente plusieurs dizaines de milliards de dollars leur placement financier pour les fonds de retraite, etc. Ils ont vraiment appliqué ça, ils ont retiré tout ce qui était placement dans les hydrocarbures. Donc il y a encore de la marge à l'amélioration, mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits. Moi, j'ai fait partie pendant une dizaine d'années de ce qu'on appelle la table de concertation sur le développement durable. J'ai vu les efforts qui ont été faits. Si ce n'est pas le cas, je le dirai. Comme je dis tout à l'heure, j'ai peut-être mal lu la convention collective. Je ne pense pas que critiquer... je dirais qu'il est trop tard rendu là. Il est trop tard rendu là. Non, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a énormément de progrès à en faire encore. C'est clair que si vous ouvrez, à mon avis, les petits contenants là où on fait les recyclages, hein, vous verrez que, à mon avis, le tri à la source, à ce niveau-là, il n'est pas très efficace. Il y a des tas de domaines d'amélioration, ça c'est clair. Merci beaucoup, Samuel. Bonsoir. Bonsoir. David Véboivin, diplômé en maîtrise environnementale à l'Université Zurich. J'ai toujours adoré explorer les choses sous la facette du temps. Je trouve que le temps est problématique dans bien de nos aspects de la société, notre perception, notre gestion du temps. Et ça a poussé mon sujet d'étude à relier l'environnement au temps et donc à la distance psychologique en général. Je ne sais pas si ça sonne des cloches à certains ou certaines d'entre vous. La distance psychologique, un peu pour tout le monde, là, ça peut être géographique, donc une inondation au Québec va affecter davantage une personne qui habite au Québec qu'une inondation au Bangladesh. Ça peut fonctionner de la même façon dans le temps, donc si quelque chose se produit l'année prochaine, contrairement dans 50 ans, donc, et ça peut être aussi social. Donc si quelque chose affecte ta famille, la réaction émotive va être beaucoup plus grande que si ça affecte un pur inconnu. Donc ce que je voulais savoir, c'est à quel point vous travaillez pour réduire cette distance psychologique-là dans chacun de vos domaines. Puis est-ce que vous auriez des trucs pour rapprocher les gens du changement climatique? Est-ce que l'émotion fait partie de la clé ou c'est un défi intellectuel? Je pense que le concept de distance psychologique, moi, ça me fait penser aussi au concept d'empathie aussi. C'est sûr que lorsque on voit des impacts par exemple, sur notre santé immédiate, on va avoir davantage tendance à réagir de façon rapide et substantielle que si on parle de perte de biodiversité. C'est difficile à imaginer la perte de biodiversité, ça paraît un peu abstrait, ou de catastrophes au Bangladesh, etc. Nous, ce qu'on a étudié il y a quelques années, c'était le profil psychologique des dirigeants d'entreprises avec deux catégories de population, des dirigeants qui étaient vraiment proactifs, qui étaient vraiment sensibles à cette question, ce que vous dites, distance psychologique. Ils se sentaient vraiment solidaires de l'avenir des générations futures, etc. Et ceux qui l'étaient moins. Et on a relié ça à des concepts en psychologie développementale, sur les stades de développement de la conscience. On a vu vraiment qu'il y avait un lien direct entre la psychologie profonde, je dirais, des dirigeants, leur caractère, je dirais, pour simplifier à l'extrême, plus ou moins égocentrique, hein,
centré sur l'intérêt à court terme versus le long terme. Certains avaient une vision de leur entreprise, et ça s'arrêtait là, d'autres une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique. Donc il y a des profils psychologiques à la base et on n'en parle pas assez. On parle tout le temps des pressions réglementaires, des pressions externes, des pressions institutionnelles, mais il y a des aspects psychologiques. Et je pense que l'éducation, encore une fois on revient là-dessus, peut aider à réduire cette distance psychologique. Ça me fait penser aussi à... Je pense que c'est un proverbe autochtone qui disait que nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous l'avons empruntée à nos enfants, n'est-ce pas? Donc, cette idée de temps, aussi de temps long, les dirigeants d'entreprise sont surtout centrés sur le court terme, évidemment, mais pas tous. Il y en a certains qui ont une vision plus à long terme. Peut-être pas dans les grandes entreprises où souvent ils sont sur des sièges éjectables, hein, et donc ils essayent de maximiser la performance à court terme. C'est un peu comme des politiciens, ils essayent de prendre des décisions dont les effets positifs seront dans l'intérieur de leur mandat, et les effets négatifs, c'est-à-dire l'endettement, la pollution, ce sera pour les autres, pour plus tard, ce sera à long terme. Alors on va prendre des engagements à très long terme, mais à court terme, on va mettre peu d'actions substantielles. Il y a un peu ce phénomène-là qu'on peut voir aussi dans les entreprises. Je me tourne vers vous, Mme Barrette, vous parlez de votre cours que vous donnez depuis quelques années. Vous avez senti aussi que les jeunes sont de plus en plus impliqués. Est-ce que vous devez vraiment faire un effort en ce sens-là pour répondre à la question de monsieur? Ben non, c'est pour faire image. Quand j'ai donné le cours la première fois en 2001, j'avais 15 étudiants et la majorité des étudiants, parce que j'étais jeune professeur et puis j'essayais de créer beaucoup d'interactions et là je demandais, pourquoi vous suivez le cours et la moitié au moins là, avait dit que c'est qu'ils espéraient savoir c'est à partir de quelle année qu'ils pourraient aller se baigner sur les plages de la Côte-Nord. Parce qu'on parlait des changements climatiques et donc on n'aurait plus besoin d'aller en Floride. Okay, c'est en 2001. Bien, aujourd'hui, j'ai plus de 200 étudiants par année, puis je peux vous dire que leurs préoccupations, oui, concernent le Québec, mais concernent beaucoup, justement, moi, c'est ça qui me frappe. C'est sûr que je les invite beaucoup dans cette direction-là à travers les travaux que je dirige avec eux, mais ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ailleurs. Donc, j'aurais tendance à dire qu'eux, ils ont vraiment ce rapprochement-là que vous nommez. Mais c'est sûr, c'est un échantillon, là. Je peux intervenir aussi. C'est un défi humain de se souvenir des choses. Peu de gens ici devraient se souvenir de s'il a fait beau ou pas beau l'été il y a 3 ans ou il y a 4 ans. On n'a pas une mémoire des choses, on oublie très rapidement, à moins qu'il y ait un événement particulier qui vous a touché, vous êtes marié puis il n'a pas fait beau cet été-là. On oublie très rapidement le temps. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait qu'il étudiait des villes qui ont subi des grandes catastrophes. Puis, par exemple, une très grosse inondation, les gens sont retirés d'un secteur, puis après 2 générations, les gens sont revenus. Ça donne une idée qu'on oublie, c'est très humain. Notre cerveau est fait comme ça, puis notre façon d'interagir. Moi qui suis beaucoup les inondations, systématiquement, un conseil aux journalistes, là, le premier clip, prenez pas quelqu'un qui dit « ça fait 40 ans que j'habite ici et je n'ai jamais vu ça ». C'est le premier clip systématiquement de tous les reportages sur les inondations. J'ai jamais vu ça, monsieur Anctil. Toujours le premier clip. Puis comme si, parce que quelqu'un n'a pas vu ça depuis 40 ans, que c'est donc impossible. Donc oui, il faut travailler ces choses-là, mais c'est très difficile. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Raphaël. Je suis ingénieur électrique junior. J'ai justement gradué ici à l'Université Laval. C'est un peu difficile de formuler une question, mais je peux dire d'entrée de jeu que ça va concerner les investissements. On sait tout court que ça coûte moins cher habituellement de prévenir que de guérir. Donc, j'ai l'impression qu'avec les dépenses qu'on a déjà en tant que société, on serait capable de peut-être les revoir puis de les mettre à des meilleurs endroits. Parce que comme plusieurs ici, je pense que les solutions, on les a déjà, il reste seulement qu'à les mettre en place. Donc, j'aurais 5 petits exemples que je pourrais donner pour au moins lancer une piste de discussion. Au niveau des subventions économiques, on sait qu'on a tendance à subventionner les secteurs pétroliers vraiment significativement, je dirais, puis on va même jusqu'à acheter des pipelines des fois. Alors qu'on devrait plutôt investir massivement dans les énergies renouvelables.
Au niveau des transports, on devrait investir massivement encore là dans les transports collectifs, que ce soit urbains ou interurbains. Mais en ce moment, au Québec, en tout cas, on a tendance à investir surtout dans tout ce qui est les transports qui prônent l'auto solo, comme les autoroutes, les prolongements d'autoroutes, troisième lien encore là qui est très populaire, semblerait-il. Fait intéressant, au Québec, on investit 75% dans les autoroutes, ou en tout cas dans les transports individuels, alors que c'est 25% seulement pour les transports collectifs. En Ontario, c'est exactement le contraire. Ça semble si facile de promettre en campagne électorale un investissement de 4 à 10 milliards de dollars pour un troisième lien, alors que si on imagine seulement le potentiel que ce montant-là aurait pour une mobilité durable, ce serait très impressionnant. L'aménagement du territoire, on sait que la fiscalité municipale encourage ou favorise les gens qui vont s'installer en banlieue, alors qu'on sait aussi, d'autre part, qu'une ville dense et verte qui prône la proximité, la mobilité durable serait ce qu'il faudrait prôner. En ce moment, les incitatifs aussi ont tendance à faire en sorte que l'achat d'une première maison, ça va être une maison neuve, qui est souvent, les nouveaux développements ces temps-ci se font en banlieue encore là. L'architecture, on sait que les matériaux, c'est très important. Toiture végétale, ce serait beaucoup mieux qu'une toiture classique là, avec bardeaux d'asphalte, par exemple. Et pour terminer, au niveau de la nourriture, les produits locaux comme les tomates Savoura, par exemple, plutôt que les produits qui viennent du Mexique, ou encore les alternatives alimentaires comme les protéines d'insectes, par exemple. Bon, c'est pas très formulé pour la fin, mais en tout cas, je voulais surtout déposer les exemples. Est-ce que je peux peut-être dire un petit mot sur le pétrole? Oui, certainement. Il faut mettre ça en perspective. Il n'y a pas si longtemps, c'est extrêmement stratégique pour un pays de disposer de pétrole. Puis que, donc, on pouvait comprendre qu'un gouvernement veuille subventionner la prospection, puis identifier le pétrole. C'était une source d'énergie qui était la source de l'avenir, puis qui a permis de développer les choses. Bon, maintenant, avec le recul, on voit toutes les conséquences de ces décisions-là. Puis maintenant, on peut se questionner du bon sens d'encore subventionner la prospection pour trouver d'autres sources de pétrole dans un contexte où on dit qu'il ne faudrait pas exploiter tout le pétrole qui est déjà connu. Donc, pourquoi en chercher d'autres? Donc, mais il y a cette transition-là. Maintenant, tu as des réflexes dans les gouvernements qui ont mis en place des choses. Il y a des lobbies qui sont là. Il faut qu'on manifeste. On commence à avoir des partis qui disent qu'ils veulent abolir ça. Il faut continuer à faire la pression, puis que cet investissement-là aille ailleurs. Mais il faut voir qu'il y a eu cette évolution-là, puis pourquoi ces subventions-là ont été mises en place. Une fois qu'on comprend pourquoi ils sont là, on peut commencer le discours sur comment on peut le débattre. C'est souvent cette perspective-là que les gens oublient. On regarde juste maintenant, puis on dit c'est bon, c'est pas bon. Puis là, il y a des oppositions, il y a des gens qui travaillent dans ces milieux-là, etc. Si on le voit comme une trajectoire, puis de dire, il y a peut-être moyen de mettre en place un dialogue sur ces causes-là, comme sur l'ensemble des points que vous avez évoqués. Merci beaucoup pour l'intervention. Bien apprécié. Il nous reste 4 questions. On va les prendre assez rapidement pour être en mesure d'avoir une bonne nuit de sommeil. Tout le monde, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Lucien Rodrigue. Aucune connaissance, aucun diplôme en environnement. D'abord, je vais vous demander à tous les 4 panélistes quelque chose de très concret. Premièrement, je voudrais m'inscrire en faux à ce que le professeur Anctil a dit tout à l'heure concernant le pouvoir des États de gérer les politiques sur leur territoire. Ce n'est pas Justin Trudeau qui gère les politiques du territoire canadien, ni non plus Gerald Butts, mais un conseil de sages, comme dirait Mme Barrett, un conseil de lobbyistes. S'il y a quelqu'un qui a une autre idée, vous me le direz. Mais tout ça pour dire que je me souviens très bien, récemment, il y a eu une conférence ici à l'université sur l'exploitation du pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. Puis il y avait un scientifique qui était là, qui nous présentait toutes ces affaires, puis la nappe, le pétrole qui descend, etc. Puis il dit, quand on va au gouvernement, personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute, puis et qui est-ce qui écoute? Donc, ils ont déjà le conseil. Alors, ma question est, quelle est votre responsabilité, à vous autres, les experts? Quelle est la responsabilité de l'université? Puis il y a des représentants ici de l'université, assez importants.
quelle est votre responsabilité pour vous développer des lobbyistes qui vont parler au gouvernement, justement, puis lui dire quoi faire? Point de vue très intéressant. Merci beaucoup, M. Rodrigue, pour l'intervention. Mme Barrette, oui, d'abord. Bien, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire comme les jeunes qui descendent dans la rue, les scientifiques, il faut qu'on se regroupe, qu'on fasse des regroupements stratégiques. Et puis, je vous dirais qu'au Québec, on est en train de le faire sur les inondations avec le réseau intersectoriel sur les inondations au Québec, où on essaie, au lieu de travailler chaque université dans son coin, on a décidé de réunir toutes les universités du Québec ensemble dans un projet commun. Ça n'existe pas vraiment, là. Donc, c'est sûr qu'on est au départ, là, on est sur la ligne de départ, on commence, mais ça peut faire une différence parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus de la recherche en solo, chacun, on va vraiment mettre nos efforts ensemble et donc pouvoir apporter cette contribution. Puis sinon, bien, comme universitaire, c'est sûr qu'à la base, moi, je suis ici parce qu'il y a des étudiants dans mes classes, donc ma mission, c'est l'éducation. Mais la recherche, c'est important parce qu'on fait aussi de l'éducation aux études graduées, donc ça, c'est notre moteur pour alimenter nos étudiants à la maîtrise ou au doctorat, là. Madame Campagna? Par rapport au lobby, moi, c'est pas personnel, mais j'ai un collègue médecin. Là, lui, il peut militer en tant qu'individu et en tant que médecin qui mène une campagne actuellement de lobbying positif auprès des gouvernements avec d'autres collègues médecins et vétérinaires pour promouvoir une politique du 1% telle qu'on le fait dans l'art actuellement. Pour les nouveaux bâtiments, il y a 1% du budget total qui va à une œuvre artistique pour promouvoir la culture et l'art. Et là, à travers ce lobbying-là, puis ça percole bien. C'est une bonne écoute parce qu'on y va avec, on parlait de distance psychologique, les arguments qu'ils apportent, c'est les arguments que les politiciens veulent entendre aussi. C'est le bien-être, la santé, mais surtout l'économie, les économies majeures qui peuvent être alimentées à travers ça. Et donc, pour faire du verdissement, 1% en verdissement, puis ça, c'est une campagne. Mais encore là, c'est des impacts, des démarches individuelles. Puis en tant qu'universitaire, c'est de répondre quand on nous appelle pour des comités d'experts ou gouvernementaux, puis tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les fonctionnaires aussi, ils remontent l'information vers le haut. C'est peut-être pas la meilleure écoute, ils ont peut-être des meilleures écoutes ailleurs, mais ça, si ça vient de partout, ben moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs canaux, c'est ça. M. Boiral? Oui, je suis d'accord avec ce de ma collègue. Et puis, il y a quelques semaines, on a développé avec plusieurs collègues un regroupement de chercheurs en matière de développement durable. On ne prétend pas être un groupe de lobbying, mais au moins, entre autres choses, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'écrire des chroniques dans les journaux, ou en tout cas de répondre lorsqu'il y a de la désinformation. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont véhiculées dans les médias et qui souvent ne sont pas fondées. Donc c'est partie des initiatives qu'on va mettre en place. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'université a un rôle très important à jouer, que ce soit au niveau de la recherche, de l'enseignement, la collaboration. On en a parlé, évidemment, c'est très difficile aussi de collaborer avec des gens d'autres disciplines. Pour l'avoir fait assez fréquemment et continuer d'essayer de le faire, c'est extrêmement difficile à mettre en pratique. Et mon collègue François Actil, qui a été directeur de l'Institut EDS, qui cherchait à promouvoir cette collaboration et en sait quelque chose, il est sans doute mieux placé que moi pour en parler, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller certainement. Monsieur Actil, comment avoir une meilleure force de frappe justement auprès des décideurs? Notre rôle est multiple. Donc, c'est pas que politique n'est pas notre rôle premier. Notre rôle premier, c'est la formation des jeunes. Puis, c'est par là que notre action se fait. Ensuite, oui, on développe des connaissances, on possède des connaissances, mais quand on adresse un problème comme les changements climatiques, ici, on a une diversité de gens avec la santé, les affaires, la géographie, le climat, moi, la science de l'eau. On a besoin d'avoir cette collectivité-là pour être capable d'être plus crédible. Je pense que la journée ou la soirée aurait été moins intéressante si on n'avait pas eu cette diversité-là. C'est difficile pour nous de trouver du temps pour créer ces liens-là, puis d'être capable, même entre nous, d'échanger à cause des charges assez lourdes qu'on a chacun de nous par rapport à nos activités. Merci beaucoup, M. Rodrigue, pour la question.
Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle William, je suis étudiant en français, du coup je viens de France. Et je voulais commencer par répondre à Samuel. En fait, le campus ici, il est vraiment beaucoup plus cool que les campus qu'on a en France. Donc c'était juste pour te rassurer, parce que vraiment, il y a une différence qui fait la... Enfin, ouais, il y a plein de petites choses qui font des différences. Je pense par exemple au tri du papier, au tri du compost, etc. C'est des tout petits gestes, mais en fait qui donnent vraiment des manières à penser qui sont vraiment intéressantes. Et au-delà du campus, ouais, juste par comparaison, en France, ça fait 4 ans dans une association étudiante qu'on essaye de faire le tri du papier dans mon école. Et on nous a proposé au bout de 4 ans de le ramasser nous-mêmes. Donc voilà, petite parenthèse. Mais effectivement, il y a toujours mieux à faire. Et c'est souvent là où on ne pense pas. On a fait un bilan carbone dans notre école. Et en fait, le plus coûteux, ce n'était pas justement le tri du papier, ce n'était pas le chauffage ou quoi que ce soit, etc. C'était que pour être diplômable, il fallait qu'on fasse une expérience à l'étranger. J'en suis un exemple parce que je suis ici au Canada. Et du coup, on a pris en considération les transports en avion, et c'était ça le plus coûteux pour l'école dans le bilan carbone. Du coup, voilà, il y a pas mal de trucs à chercher. Et ça m'amène en fait à prendre le micro pour remercier le campus, effectivement, mais aussi les cours. Je pense au changement climatique, environnement, évaluation environnementale, environnement, etc. Moi, je suis futur ingénieur en génie informatique. Alors, on pourrait se dire, ouais, pourquoi tu suis des trucs de biome terrestre, etc. Ça sert à rien. Mais je crois que c'est vraiment une clé de lecture qui est vraiment intéressante pour avoir une compréhension générale de ce qui se passe et qui se transporte au-delà juste du secteur professionnel. Et donc merci. Et en France, il y a quelque chose qui est en train de se passer en termes d'éducation. Il y a beaucoup de changements, surtout dans les grandes écoles. On cherche vraiment à modifier. Et en ce moment, donc, dans mon école, il y a un gros collectif de personnes qui cherchent à changer le cursus scolaire. Et c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il faut orienter... Là, l'idée actuelle, c'est d'orienter vers des projets durables. Donc, est-ce qu'il faut enseigner aux étudiants ok, des projets durables, mais toujours cette idée de mythe du progrès salvateur. Là où, par exemple, des modes de vie seraient plus simples, je prends un exemple pour décrire ma question. Il y avait une publication de Ivan Illich il y a quelques temps où il faisait une comparaison entre la vitesse d'une voiture et la vitesse d'un vélo. Et selon sa manière de calculer, en fait, c'était le vélo qui était beaucoup plus rapide parce que la voiture, fallait travailler pour payer l'essence, fallait travailler pour cotiser à payer des routes, etc., etc. Et du coup, on peut questionner à la fois, ouais, ok, cette idée de progrès, donc inventer des voitures de plus en plus vertes, etc., ou alors des modes de vie différents. C'est ma question. Est-ce qu'il faut enseigner aux gens le progrès du mythe salvateur ? Revoir cette notion du progrès. Qu'est-ce que vous en pensez? On arrive dans des concepts de développement durable, c'est ça. Puis, avec le durable vient le développement aussi. Puis, on se demande, dans le fond, c'est un peu ça. Je pense j'ai l'impression que jusqu'où, on parlait tout à l'heure de décroissance ou de croissance. Moi, j'ai envie de même me lancer. Est-ce que le modèle économique basé sur l'augmentation continue des profits nous amène pas, de toute façon, c'est comme incompatible ou c'est compatible avec l'écologie, les changements climatiques, je sais pas. M. Warren, oui, une réaction? Ça me fait penser à un économiste américain disait dans les années 50 que celui qui croit qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est un fou ou un économiste. Et il était lui-même économiste. Donc, je pense qu'il faut effectivement remettre en cause cette idée de croissance indéfinie. Et je ne suis pas certain, j'ai saisi toutes les subtilités de votre question et de votre intervention, mais vous avez parlé de formation, de sensibilisation, et je pense que on parle beaucoup d'emplois verts, développement d'emplois verts, de formation verte, mais ce qui est important de mon point de vue, c'est le verdissement des emplois, et ça passe par l'intégration de cours en développement durable dans toutes les disciplines. C'est un peu ce qu'a essayé de faire à l'Université Laval avec un règlement qui demande à ce que tous les étudiants de bac aient la possibilité de choisir un cours de développement durable. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais ils doivent avoir la possibilité de choisir comme cours à option. Ça existe au premier cycle. Je pense que c'est très important. Jusqu'à une époque récente, dans ma faculté en gestion, il n'y avait pratiquement pas de cours sur les questions de développement durable, d'environnement. Pourtant, c'est extrêmement important. Et quand les gestionnaires sortaient avec un MBA, le concept d'environnement voulait tout dire, sauf environnement au sens naturel. Ça voulait dire environnement économique, environnement stratégique, etc., etc. Et donc, il y a tout un changement de paradigme qui est en train de s'opérer.
c'est extrêmement long, on ne voit pas nécessairement les résultats à court terme quand on est professeur, mais quelquefois ça m'arrive, comme mes collègues j'imagine, de trouver des étudiants des années après qui me disent « Ah, j'étais votre étudiant en telle année, puis ce cours m'a aidé à ceci, cela ». Et on se dit « On n'est pas, finalement, peut-être on n'est pas si inutile que ça », mais c'est très difficile de voir les retombées de cette démarche-là. Merci beaucoup pour la question. Bon séjour parmi nous, d'ailleurs. Merci. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour votre patience. Ah, heureusement, je peux passer. Mon nom est Flore Fournier. Je suis retraitée des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je vais faire quelques observations, une proposition, puis je vais vous laisser la parole à vous. Donc, 2 observations. On voit Québec qui essaie de se densifier, de développer le transport en commun. Pendant ce temps, de l'autre côté du fleuve, on cherche désespérément à s'étaler, à se répandre, de même que sur la couronne nord. Voilà. D'autre part, je me souviens, il y a 40 et quelques années, on s'est levé un matin, le gouvernement du Québec avait gelé toutes les terres agricoles. Alors, plus personne n'avait le droit de faire du développement sur les terres agricoles. Ça a donné naissance à la Commission de protection du territoire agricole, qui est soumise à des influences politiques, qui est loin d'être parfaite. Mais bon an, mal an, la Commission protège, ralentit l'évolution de l'urbanisation des terres agricoles et le démembrement. Alors, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas une structure équivalente pour l'aménagement du territoire au Québec, où les villes ne seraient plus en compétition, où il y aurait des sages au-dessus des maires et des politiciens provinciaux? J'aimerais vous entendre là-dessus. Madame Barrette, peut-être? Oui, bien... Votre concept de sage fait du chemin ce soir, quand même. Oui, bien, c'est ça. En fait, je vote pour vous. Alors, je pense que Céline l'a vraiment bien, comment dire, elle a fait le portrait tantôt, effectivement, de la fiscalité municipale, comment elle est, à quelque part, vraiment gangrénée d'une certaine manière, là, et que si ça reste comme ça va être difficile. Donc, moi, je peux juste accueillir vos paroles et dire que je comprends votre façon de voir les choses et j'essaie d'utiliser ma créativité pour voir comment on peut effectivement rendre ça réaliste et réalisable, ce Conseil des sages, ou enfin, peu importe comment on l'appelle, mais j'avoue que j'ai pas... Encore là, je vais dire que j'ai le sentiment cette année parce qu'il y a le nouveau plan d'action qui s'en vient sur l'électrification et les changements climatiques. Et enfin, je vais attendre de voir le résultat final, mais il me semble qu'il y a une... En tout cas, les gens, c'est ça, c'est ces paroles-là qui amènent. Est-ce que c'est ça qu'on va retrouver dans le document? Est-ce qu'on va commencer à penser à des choses comme ça, de vision globale de l'aménagement du territoire? J'ai l'impression que cette année, il y a une petite graine qui a été semée, mais on pourra peut-être s'en reparler dans quelques années pour voir si la graine a poussé là, un petit peu, puis qu'on a eu des fruits là, à récolter. Je ne sais pas. Ouais, j'aimerais juste rajouter rapidement que les sages vont être très occupés. C'est quand même, il va falloir trouver ces gens-là, puis ils ont beaucoup de problèmes à régler. Leur faire confiance aussi. Oui, mais donc, dans ce temps-là, je reviens sur le système éducatif. Je pense que c'est important qu'on donne les clés aux jeunes de comprendre et d'être capable de prendre les bonnes décisions. C'est moins rapide. Peut-être qu'on ne peut pas avoir des sages partout, mais espérons qu'on aura une société plus sage, tout simplement. Oui, c'est juste pour dire qu'il n'existe pas encore de levier, mais on souhaite qu'il soit... Il y a quelques années, les gouvernements, surtout au niveau... ils ont travaillé sur une orientation politique en aménagement du territoire qui devrait être en principe plus obligatoire. Donc, quand les MRC font leur schéma d'aménagement, il y aurait des contraintes. Et puis là, comme beaucoup de dossiers gouvernementaux, des fois, ça dort longtemps, ces tablettes, avant de
saisir l'opportunité de faire une belle annonce. Mais si, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que quand ça va sortir, ça va être vraiment dans le même style pour vraiment s'assurer que ça soit cohérent aussi, puis que ça soit comme dans la bonne direction. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais il faut que ça sorte un jour. T'sais. Madame Fournier, merci beaucoup pour votre question. Bonne fin de soirée, merci. Et monsieur, vous êtes un peu la cerise sur le sundae. Encore une fois, vous aussi, merci beaucoup de la patience. On vous écoute. Et si on créait le Conservatoire de musique, d'entreprise, d'art plastique et d'art dramatique du Québec? Et ça, je ne sais pas si c'est une idée que je lance. Là. Puis dans le fond... Pouvez-vous expliquer votre idée davantage? Oui. Ben, il existe le Conservatoire de musique du Québec, puis aussi les études en musique. Puis c'est deux choses complètement différentes. Puis je me demandais si on ne pouvait pas faire ça pour puis dans le fond, pour l'entreprise ou quelque chose du genre. Puis je pense que c'est financé par l'État ou quelque chose du genre. Là. Puis j'ai travaillé par la Whirlpool Corporation, puis je ne sais pas s'il y a des études supérieures en restauration ou quelque chose du genre. Là. Je ne sais pas si ça peut se faire. Là. Un genre d'école... Ouais, mais une nouvelle école, genre, je sais pas. Je pense que tout peut se faire. Puis ce que je crois, ce que j'apprécie dans votre intervention, c'est cet intérêt d'une diversification des connaissances et des solutions. On a eu à quelques reprises un philosophe franco-suisse qui est venu nous parler quelquefois de développement durable ici à l'Université Laval. Puis une de ces dernières fois qu'il est venu, il nous a dit qu'on avait besoin davantage d'artistes. Puis notamment, il faisait référence à la littérature. Puis il mentionnait qu'on a besoin d'exemples dans la littérature de qu'est-ce que pourrait être une société différente qui serait peut-être carboneutre, puis quels sont les défis, mais avoir des exemples pour être capable d'aller de l'avant puis de se projeter. On a plein de films de science-fiction qui nous projettent il y a 300, 400 ans ou plus, mais on a besoin d'avoir ça. Puis lui, son message, c'était que les artistes ont une sensibilité pour être capable de monter ces exemples-là par différents moyens. La musique peut en être un, la littérature, les arts en général. Puis on a besoin d'avoir ça pour venir nous nourrir par rapport à ça. Ça serait comme une coopérative, puis je pense que l'argent est remis vraiment dans l'ensemble de... C'est comme pas des... En tout cas, mais oui, c'est bon, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci de la patience. Et c'est là-dessus que se termine déjà, après presque 3 heures. Merci beaucoup de votre attention, de vos questions, de votre intérêt.